Bonjour à tous, bienvenue à la 6e édition de notre Meetup T-Control. Pour ceux qui ne connaissent pas encore T-Control, c'est une communauté technique qui a été initiée du coup par ControlUp. À ControlUp, on a une équipe interne de développement qui a cette vocation d'échanger. Et donc on s'est dit que au-delà d'avoir une communauté technique interne, on va essayer d'avoir aussi une communauté technique externe et donc participer à cette communauté de bordelaise et qui va au-delà des frontières bordelaises aussi. Si vous voulez nous rejoindre, pour ceux qui ne le sont pas encore, on a une plateforme où on retrouve à la fois notre Discord, notre page Meetup, etc. Vous pouvez les scanner et nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, pour cette 6e édition, on accueille Yann, qui est juste ici, qui va nous parler du coup d'essor numérique et de Green IT. Sa présentation va être un mix entre effectivement quelque chose où c'est lui qui va parler et vous pouvez l'interrompre à tout moment pour des questions-réponses. Il aime bien la discussion, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve à la fin, à 20h, pour continuer à discuter autour d'une bière et de quelques chips. Et je vous demande de faire du bruit pour Yann, s'il vous plaît. Et merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce que ça va marcher du premier coup? Ça a l'air pas mal ici, et impeccable. Du coup, bonsoir tout le monde. Donc moi, effectivement, je suis Yann Maniel, merci pour cette introduction. Du coup, alors qui suis-je très rapidement? Je suis dans l'informatique depuis un petit peu plus de 17 ans, passionné, différents domaines. Et le Green IT, en fait, est un des derniers domaines en tant qu'ancien consultant sur lesquels j'ai été amené, pas nécessairement à me passionner, mais en tout cas à m'interroger, puisque c'est très clairement aujourd'hui devenu en fait un pilier, une offre de service à part entière pour les sociétés informatiques. On va voir un petit peu pourquoi. Il y a des bouleversements climatiques, on est tous conscients. Les entreprises et les consommateurs que nous sommes ont en fait quelque part, on est tous conscients de ça. Et donc le Green IT, on va pouvoir l'expliquer ce soir. Voilà, c'est expliquer un petit peu finalement où on en est. Et si je puis dire, voilà, quel est l'impact en fait du secteur numérique. Qu'est-ce qu'est le Green IT? Vous allez être surpris, mais c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Et finalement, voilà, se dire quel est l'état de la mesure, quel est l'état de l'art, qu'est-ce qu'on doit atteindre, que doivent faire les entreprises. Et puis en ouverture, et je pense que ça, voilà, on va avoir des débats assez intéressants là-dessus, c'est qu'est-ce que nous, en tant que particuliers, qu'est-ce que nous, en tant que consommateurs, finalement, on peut faire à notre échelle pour faire changer les choses. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Donc le numérique, concrètement, c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est, puisque en fait, il est absolument partout. On a tous un téléphone, on a tous une tablette, on a tous un ordinateur, et ce sont devenus des moyens d'interagir en fait socialement, mais aussi dans le domaine du travail, sur énormément, pour pas dire l'essentiel des activités de service. Pendant le Covid, c'est ce qui nous a permis de pouvoir continuer en fait à maintenir, voire même intensifier en fait certains pans de l'économie. Donc aujourd'hui, ce numérique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis les années 80, 90, qui s'est sans cesse amplifié et qui a véritablement, en fait, quelque part, imposé sa présence. Donc voilà, l'essor numérique est véritablement un vecteur de croissance. C'est les activités notamment, qu'on soit dans le web, qu'on soit dans les sociétés de services, qu'on soit dans les domaines de l'infrastructure. C'est un domaine aujourd'hui que je connais très bien puisque j'ai évolué dedans depuis pas loin de 17 ans. On est tous aujourd'hui confrontés en fait véritablement au numérique et on est tous confrontés aussi quelque part et témoins et acteurs dans la révolution digitale et dans la révolution numérique des acteurs que nous accompagnons au quotidien. Concrètement, le numérique donc a amené des changements au travail. Aujourd'hui, tout ce qu'on va consommer d'un point de vue applicatif, tout ce qu'on va consommer aussi au travers de nos réunions, de nos collègues, des présentations qu'on peut éventuellement se montrer, se fait au moyen d'outils en fait informatiques et se fait au moyen d'outils hébergés notamment. Donc, ce qui est très important en fait à comprendre, parce que ça va être un petit peu je dirais la donnée essentielle en fait à intégrer tout au long de cette présentation, c'est qu'on a des équipements qui nous permettent finalement d'accéder, de créer, de diffuser, et on a des réseaux qui nous permettent justement de pouvoir connecter. Et ça, donc dans le numérique, c'est véritablement deux éléments importants. C'est vrai dans le monde du travail, on l'a cité, le Covid a été véritablement le théâtre de la généralisation dans
quelques activités numériques du 100% télétravail. On l'a très bien connu avec quelques collègues que je reconnais ici. Et puis c'est aussi, cette transformation en fait ne s'est pas finalement traduite que par des facilités dans le monde du travail, mais également à la maison. Aujourd'hui, on consomme plus du tout de la même manière. Il y a plus de DVD, on consomme plus vraiment les films en physique, on consomme du streaming, la vidéo à la demande. Les plateformes se sont extrêmement multipliées. Petite question d'ailleurs par hasard, mais est-ce que vous connaissez, alors je crois que c'est une donnée qui avait été indiquée en 2020, donc il se peut qu'elle soit obsolète, mais l'empreinte de Netflix sur le réseau américain, est-ce que c'est en pourcentage? 8? Plus. Plus. Pas loin d'un tiers, mais c'est encore plus. 40%. 40% en 2000. Aujourd'hui, si on voit en fait, ne serait-ce que sur le streaming, la totalité, alors il y a des pertes de parts de marché sur Netflix, ils le publient eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils augmentent les prix et qu'il y a moins de production d'ailleurs en ce moment qu'il y a pu en avoir ces dernières années. Ils sont plus capables de suivre le rythme effréné, mais par contre on voit l'augmentation du nombre de plateformes de streaming et donc il y a clairement un concours en fait aujourd'hui où ça vient absorber de plus en plus de bande passante. Sur les technologies aussi qu'on consomme à la maison, il faut se rendre compte que nos moyens de connectivité, justement pas que les équipements, mais les moyens de connectivité ont beaucoup changé. On parle de streaming, aujourd'hui le streaming est possible sur plusieurs équipements à la maison, mais pourquoi? Parce qu'on a une généralisation de la fibre partout, même en campagne maintenant, la France a notamment œuvré pour ça, avec des campagnes justement de raccord au très haut débit sur la totalité du territoire. On a nos smartphones qui sont connectés en permanence et qui nous permettent de pouvoir rester en contact, de pouvoir avoir justement accès à toutes ces offres. On a les objets connectés, on ne les compte plus à la maison, mais vous avez forcément peut-être des ampoules, vous avez forcément Alexa ou un Google Home qui peut interagir avec vos objets, votre télé est connectée. Si vous êtes passionné par la vidéo, si vous êtes passionné par la photo, peut-être que vous faites du vlogging, des activités comme telles, et donc en fait aujourd'hui, voilà, on ne compte plus la démultiplication de ces équipements et donc de ces réseaux qui doivent être toujours plus importants. Dans le monde de la téléphonie, un point très 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 important, et je pense que c'est véritablement la technologie qui a amené un petit peu ce débat de savoir à partir de quand on est raisonnable, à partir de quand on ne l'est plus, parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, c'est évidemment la 5G. Voilà, la 5G a posé énormément de débats sur ça, et donc tout est rendu possible. Enfin aujourd'hui finalement on a un petit peu fait passer la pilule en se disant c'est pas très grave, on peut avoir Netflix n'importe où. Les questions aussi demain, c'est de se dire peut-être que dans le métro à Paris on pourra avoir du réseau, on pourra avoir les mêmes exigences de service. Donc finalement, quand on dit l'essor numérique partout, tout le temps et toujours plus, on est exactement dans cette course effrénée. Voilà, toujours plus d'objets, toujours plus de qualité de service, toujours plus de réseaux. On le justifie amplement au travail et on le justifie un peu plus à la maison parce que quelque part ce sont de nouvelles habitudes de consommation dans lesquelles on se met et dans lesquelles finalement les entreprises par lesquelles on passe, par lesquelles en fait finalement on accepte d'être consommateur, se livrent une concurrence sans merci et leur objectif est bien entendu d'être leader de leur domaine, donc elles œuvrent aussi pour avoir la meilleure qualité possible. Bon, ça c'est chouette parce que voilà, on se reconnaît forcément dans ces applications, on se reconnaît forcément dans ces domaines. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est l'empreinte en fait justement de ce domaine. Deux vues en gros. La première, alors au niveau des chiffres, je vais tout de suite mettre un petit peu la limite de l'exercice parce que je suis en rien quelque part un expert du Green IT, mais je me suis intéressé depuis quelques mois aux études qui sont faites et plus particulièrement à ce qu'on fait en France. Donc les chiffres que je vais présenter sont essentiellement des chiffres français. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes impératifs en fait en termes de vérification, en termes de véracité des chiffres à l'échelle en fait mondiale. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir véritablement concaténer en fait des chiffres, bien que en parallèle de ça, il existe des études totalement publiques, open source, qui mettent des chiffres à disposition et que chacun peut consulter. Mais en tout cas, les données aujourd'hui dans le présent, dans la présentation actuelle, ne seront que des données demandées, on va dire, par la France et qui ont été examinées du coup par des cabinets qui sont certifiés, dont l'approche a été validée. Voilà, ça permet de rester dans un échantillon, si je puis dire, relativement raisonnable. Donc aujourd'hui, sur ces chiffres à l'échelle de notre pays, en fait, le secteur numérique représente 48,7% térawatts de la consommation électrique. La consommation électrique, en gros, d'une année entière en France, on est aux alentours de 450 terawatts. Donc ça veut dire que le secteur du numérique aujourd'hui représente à lui seul 10% de l'empreinte énergétique.
Ça veut dire aussi que sur on va le voir un petit peu plus tard, mais sur les solutions d'énergie renouvelable ou autres, il va falloir être inventif, parce que quand on a un secteur qui est tout le temps en croissance, qui ne peut véritablement pas tomber, parce qu'il y a aussi énormément il n'y a pas que des choses, si je puis dire, personnelles qui tournent dessus, il y a aussi des données d'entreprise, il y a aussi des données de plus en plus importantes. Donc très clairement, il y a un enjeu énergétique, un enjeu d'autonomie et de persistance énergétique. En termes de ressources, donc ça, c'est véritablement, je dirais, ce qui a un impact premier sur le territoire, et pas forcément le nôtre en France, mais en tout cas sur celui de nos voisins lointains, c'est le nombre de ressources en fait qui sont utilisées pour la production. Quand vous avez une tablette ou quand vous avez un ordinateur ou autre, le pire étant très probablement le téléphone, parce que c'est probablement l'objet qu'on change le plus. En fait, il y a quelques grammes de pierres précieuses dedans, à la fois pour concevoir les processeurs, à la fois pour concevoir le circuit imprimé, pour concevoir les batteries. Et ça, donc aujourd'hui, en fait, on estime sur une année, alors c'est pas on estime, c'est qu'on a mesuré sur une année, en fait, 62,5 millions de tonnes de ressources, juste de matières premières pour créer des téléphones. Ça, c'est la réalité. Quand on parle d'équipement, en fait, on va parler d'équipement, justement, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, en fait, autour de nous. C'est-à-dire, ce sont des moniteurs, ce sont des écrans, ce sont des ordinateurs, ce sont des périphériques, en fait. Donc, voilà. Tout ce qui va également pouvoir servir au data center. Donc, ce sont véritablement des équipements informatiques. Donc, on parle pas du tout il n'est pas question de voitures, il n'est pas question de batteries pour d'autres secteurs ou autres. On parle que d'équipements informatiques. Donc le constat pour le coup est assez important. Je vous parle pas des quantités d'eau qu'il faut en plus pour générer ça, puisque pour générer quelques grammes ou quelques kilos de pierres précieuses, en fait il faut des tonnes d'eau pour pouvoir en assurer le traitement. Ça c'est colossal. Et puis alors pourquoi d'ailleurs je donne pas cette information, c'est que justement cette information aujourd'hui est née d'études, mais on se doute bien que là où on va creuser pour avoir de la pierre, on n'a pas forcément une transparence en fait sur les quantités d'eau. Par contre, on voit les niveaux de lac qui s'assèchent, ça se voit et ça se vérifie sur des vues aériennes. Un autre chiffre, c'est les déchets en fait qui sont produits. Et donc quand on parle 20 millions de tonnes de déchets produits par an, et quand on parle en fait de l'ensemble du cycle de vie, ça c'est toujours intéressant parce qu'il y a le même débat justement sur les véhicules électriques. Le cycle de vie peut pas seulement quelque part être le cycle de l'utilisation. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire finalement dans le cycle de vie d'un produit, il y a son ingénierie, sa fabrication, son transport, son utilisation. Son utilisation, c'est pour ça qu'il est intéressant de considérer le réseau, puisque quand vous achetez un téléphone portable, son utilisation ne peut pas être réduite à zéro, vous avez besoin d'infrastructures pour que ça puisse réellement être utile. Donc tout ce coût-là, en fait, est important. Et puis vous avez le coût, si je puis dire, de recyclage, faire du désassemblage, qu'est-ce qu'on en fait. Si on se met en perspective, tout ça c'est du point de vue de la France, donc forcément ça paraît absolument énorme. Si on se met nous en considération là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne finalement un petit peu plus par habitant, si je puis dire, les informations sont tout aussi en fait quelque part impressionnantes. Par habitant, du coup, l'impact en fait de l'usage numérique, donc par exemple mon impact est estimé en fait sur un usage moyen à un trajet en voiture de 2259 km à l'année. Sachant que, alors, il y a une énorme différence entre quelqu'un dont c'est le métier, donc qui va utiliser différents équipements, à la fois dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, de quelqu'un qui est dans le Larzac, qui élève des chèvres et qui du coup utilise un GSM de temps en temps pour passer un coup de fil à sa famille. Donc il y a de très très grandes disparités aussi en fonction évidemment à la fois des implémentations géographiques, mais aussi évidemment du secteur d'activité. En termes de déchets, là on arrive en fait à 300 kg sur l'ensemble du cycle de vie des équipements. Donc on estime qu'en fait aujourd'hui, en gros chaque habitant va avoir en fait cette cote-part en kilos, donc qui est quand même tout de suite assez imposante. Et puis enfin, donc sur la partie matériaux, là on est quasiment à 1 tonne en fait par habitant. C'est-à-dire que quand vous achetez un téléphone qui fait 400 grammes, en fait en réalité, et puis un ordinateur qui fait 1,5 kg, en fait en réalité le poids de tout ça par habitant est d'1 tonne, donc on se rend compte véritablement du décalage. On n'a pas d'informations sur tout ce qui peut être, je dirais, plus l'impact réel sur la faune, la flore, pour deux raisons. La première, c'est que en fait aujourd'hui,
les pays dans lesquels on consomme ne sont évidemment pas les pays producteurs, donc c'est la première chose, et évidemment il y a des difficultés en fait aujourd'hui, alors on le sait, mais les données sont pas toujours publiées, donc c'est difficile d'avoir une véracité là-dessus. Le calcul est toujours voilà, un petit peu, il y a un manque de transparence. C'est aussi pour ça que en aparté, il y a beaucoup si je puis dire, de volonté de créer justement des communautés, notamment étatiques, autour de ces éléments-là, pour quelque part être certain d'utiliser les mêmes métriques, le même effort de calcul. Sinon, ça fausse un petit peu tout. Ce secteur, aujourd'hui, il est quelque part responsable à l'échelle mondiale. On estime qu'il est responsable à 3 et 4% des émissions à effet de serre. Donc on se dit, bon, c'est pas forcément très important, et puis il y a des secteurs qui vont l'être beaucoup plus, notamment sur l'industrie. En outre, il y a d'autres éléments aussi où on se dit, mais finalement, aujourd'hui, et c'était vrai sur l'exemple du Covid, le secteur du numérique œuvre à faire baisser l'empreinte d'autres secteurs. C'est vrai, par exemple, dans le secteur du transport. On se déplace moins, on va moins au travail, on arrive à avoir du télétravail grâce à l'outil informatique. Donc finalement, si on peut faire réduire de 10 points un secteur sans du coup avoir ce même impact sur le secteur du numérique, on se dit c'est une franche réussite. C'est vrai, il faut pas l'oublier, mais ce qui quelque part fait peur sur la partie numérique, c'est pas tant la part que ça représente aujourd'hui, c'est la part que ça va prendre demain. Et c'est la multiplication, en fait, c'est la croissance du secteur qui fait peur. Et c'est véritablement sur c'est pas tant l'utilité du numérique qui est à remettre en question, en fait, c'est véritablement sa croissance et qu'est-ce qui croît réellement. Et là, donc, c'est intéressant d'avoir quelques chiffres. Très brièvement, on va pas forcément rentrer dans le détail des chiffres, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que, en gros, on a les équipements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc les équipements, c'est ceux sur lesquels nous, et je dirais, on a un impact puisque c'est ce que nous, on va consommer. Ce sont nos tablettes, nos téléphones, nos ordinateurs, etc. Alors, c'est commun avec les entreprises, bien entendu. Mais déjà, nous, on a quand même un impact de savoir est-ce que j'ai besoin d'un ordinateur ou pas, est-ce que j'ai besoin de changer mon smartphone tous les ans ou tous les 2 ans. Le deuxième environnement, c'est le monde du data center. Donc là, c'est véritablement les infrastructures qui sont mises à disposition, les infrastructures de calcul. Donc c'est celles qu'on consomme aujourd'hui, dès que vous allez sur une application, dès que vous allez effectuer une commande, que ce soit sur n'importe quel site, en fait, l'application, elle est forcément stockée dans un data center. Donc c'est ce périmètre-là qu'on adresse. Et puis enfin, donc le dernier, c'est sur la partie des réseaux. Au niveau donc les réseaux, c'est tout simplement donc 5G, fibre, ce sont les réseaux en fait mondiaux aujourd'hui qui existent et qui nous permettent justement de faire transiter ces informations. Sur ces 3 périmètres, on considère 2 vecteurs. Le vecteur de fabrication, le vecteur d'utilisation. Et à 70%, on a un grand vainqueur, c'est la fabrication. Et donc c'est très clairement en fait aujourd'hui la fabrication qui représente 70% sur l'ensemble de ces périmètres, 70% de l'impact. Ça veut dire que c'est véritablement en fait sur la fabrication qu'on va avoir en fait le plus de marge possible en fait de diminution. Sauf que si on va un petit peu plus loin, l'utilisation en fait, elle est effectivement pas plus vertueuse, elle a une part en fait plus marginale si je puis dire. Mais si l'utilisation implique de rentrer dans des modes de renouvellement de produits, et qu'on constate très souvent avec des gammes qui sortent tous les ans, tous les 6 mois, tous les 3 mois, des renouvellements, de l'obsolescence matériel, de l'obsolescence logicielle, en fait, quelque part, on se retrouve quand même avec une part qui est non négligeable sur l'utilisation, puisque l'utilisation va créer des habitudes de renouvellement qui font que, en fait, on va engendrer des hausses sur la fabrication. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est aussi à intégrer. Donc aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'il ne faut pas agir que sur le vecteur de la fabrication, mais bien également sur celui de l'utilisation. Donc vous avez la répartition sur la gauche, c'est peut-être un petit peu petit, mais en gros, le secteur donc principal, c'est vraiment les équipements. Ce sont nos périphériques mobiles, c'est le secteur en fait qui consomme le plus, qui a le plus d'impact, et c'est effectivement la fabrication aujourd'hui au niveau de ce secteur qui a le plus d'empreinte. Là-dessus, donc justement, comme je vous le disais, ce qu'on craint, c'est l'aggravation, c'est l'accélération justement d'une consommation effrénée et donc d'une augmentation. Et donc, ce qu'on craint, il y a des organismes qui ont été donc indépendants et qui ont été justement questionnés par l'État et qui ont fourni un certain nombre d'études. Et les études, en fait, sont relativement majeures. Les résultats, en fait, sont majeurs à prendre en compte. D'ici 2030, en fait, si on ne fait absolument rien, le trafic de données donc va être multiplié par 6 et on va avoir une augmentation des équipements
de plus 65%. Alors ça paraît fou comme ça, mais faites l'exercice de vous dire depuis l'apparition du smartphone, donc pas loin de 15 ans, posez-vous la question du nombre d'équipements sur lesquels voilà, vous avez, que ce soit à Noël, un anniversaire, n'importe quoi, voilà, que vous avez reçu, que vous avez offert, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, plus 65%, on est probablement loin du compte, et c'est probablement parce qu'il y a des gens qui ne consommeront pas du tout ces produits qu'on y parviendra. Au niveau donc du coup justement de l'empreinte, en fait on estime que sans rien faire, on aurait donc plus 45% de l'empreinte. Alors ce scénario-là, donc il y a 4 scénarios, on va y revenir un petit peu plus tard, hein, mais ce sont 4 scénarios justement qui ont été réfléchis, et là donc on est très clairement dans le scénario qui est de dire on continue comme tel, on laisse faire. Et du coup voilà, on arrive en fait à ce résultat-là. Ça entraînerait une augmentation donc de 14% évidemment de la consommation des ressources nécessaires pour produire ces éléments-là, et puis donc quelque part une augmentation donc de la consommation énergétique de plus 5%. Donc ce qui est quand même relativement important, puisque il faut se souvenir que la consommation c'est 10% aujourd'hui, donc si on augmente de 5 points, on est quand même sur une augmentation qui est absolument énorme. Là, vous avez un petit rappel justement de ce que ça peut fournir, et du coup, voilà, l'idée c'est que on est entre 2020 et 2030, étant en 2023, on est à peu près à un tiers du chemin. Donc voilà, ça laisse peu de temps, du coup, quelque part. Alors du coup, la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut faire notamment dans le monde de l'entreprise. Et une des premières choses, déjà, c'est de comprendre qu'il y a un souci, c'est de comprendre le côté positif, mais de comprendre aussi les travers du numérique. Et par rapport à une entreprise, c'est d'anticiper. Pourquoi ? Parce que finalement, justement, c'est pas encore trop grave. Et si je puis dire, on n'est pas, on a encore le temps finalement de pouvoir faire infléchir un petit peu la chose, et ça passe en fait par un milieu, enfin je dirais par une législation qui est en train d'être faite, et ça passe par une prise de conscience. Je pense que si, comme moi, vous regardez de temps en temps les informations, depuis l'été dernier, il y a eu une prise de conscience, je pense, assez hallucinante, qui est très relayée médiatiquement, qui est aussi très relayée politiquement parlant, et donc je pense que cette prise de conscience, en tout cas aujourd'hui, elle est partagée. Je pense qu'il y a également des incitations, qu'elles soient citoyennes, qu'elles soient d'entreprises, qui font qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on n'est pas informé. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut être informé, mais on peut ne pas l'être complètement. C'est là où c'est important. Donc aujourd'hui, finalement, l'idée, notamment dans le secteur des entreprises, c'est de se dire, ok, très bien, jusqu'à maintenant, quand on pilotait des projets, et j'en parle du coup pour le domaine que je connais très bien, qui est le domaine des infrastructures, les entreprises ont effectivement énormément adopté le cloud, notamment le cloud public, parce qu'elles ont trouvé ça génial, elles ont trouvé que c'était très très chouette d'avoir des outils à disposition tout de suite maintenant, qui pouvaient finalement s'adapter à leur modèle de croissance et au modèle de consommation de leurs clients. Sauf que, à l'échelle climatique, ça ne nous fait pas vraiment avancer. Donc comment ont avancé les entreprises ces dernières années ? Elles se sont dit, finalement, on veut rentrer sur des modèles vertueux de consommation, mais uniquement en considérant le dollar, uniquement en considérant la partie financière. En gros, je veux baisser ma facture, je veux contrôler mes coûts, et je veux être dans un cas où je veux afficher finalement une non-linéarité entre l'augmentation de ma consommation et l'augmentation de ma coiffure. De ma consommation, pardon, et du coup de la consommation client final. Donc ça aujourd'hui, c'était véritablement en fait le pilier, ce qu'on appelle pour ceux qui sont du métier le pilier FinOps, qui visait justement à se dire on va faire finalement en sorte que les clients puissent consommer du cloud, mais de façon plus vertueuse financièrement. Et puis, au vu des catastrophes qu'on rencontre, se pose quand même une question, et cette question, en fait, on est en train de distiller, cette idée se distille dans les entreprises, c'est dire finalement, et si l'impact énergétique qu'on a, si l'impact en fait sur le climat qu'on a, et si finalement les émissions de CO2 valaient pas plus cher in fine que les émissions, que le résultat de la facture. Et ça, donc ça veut dire qu'aujourd'hui finalement la notion d'impact climatique devient un véritable pilier, notamment dans l'infrastructure, mais aussi du coup dans le modèle de consommation. On essaye de responsabiliser. Parallèle très rapide, mais depuis 2020, si je ne dis pas, 2020-2021, toutes les entreprises de plus de 500 salariés doivent présenter un plan, du coup, sur 3 ans, dans lequel, en fait, donc elles doivent expliquer concrètement ce qu'elles font pour entraîner une décarbonation. Et surtout, elles vont avoir, au bout des 2-3 ans, un audit. Et si jamais elles n'ont pas respecté leurs engagements, si jamais elles ne les atteignent pas, en fait, elles seront pénalisées financièrement par. Alors, se pose encore des questions de et comment on va
contrôlé, qui sera contrôlé, voilà, si on le fait comme pour la fiscalité aujourd'hui, il y aura forcément des passages à la trappe, mais en tout cas, dans le cadre légal que je citais tout à l'heure, il y a clairement une volonté, il y a un cadre légal qui est en train de se poser, et qui va également être un cadre évolutif, parce que petit à petit, évidemment, il va être amené à pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt important. Donc si on se pose la question justement du Green IT, qu'est-ce que le Green IT par rapport à toutes ces démarches? Finalement, le Green IT, c'est l'ensemble, tout simplement, des processus, des méthodes, des réflexions qui visent justement à faire en sorte qu'on prenne conscience, qu'on considère en fait le climat comme étant véritablement un objectif, et du coup qu'on intègre en fait directement, qu'on puisse intégrer à la fois dans la vie de l'entreprise, et puis au sens plus large, finalement, dans la vie je dirais, des citoyens, la nôtre. Évidemment, on a une action dessus. Donc le Green IT, pour bien comprendre ce que c'est que il y a le terme Green IT, mais en fait en réalité Green IT est une association, comme il en existe plein d'autres par rapport au climat, mais à volonté quelque part d'organiser justement cette défense pour le climat. Et du coup le Green IT compte 3 périmètres. Le premier périmètre, véritablement, en fait, on est sur un périmètre qui est un périmètre méthodologique. Donc on va parler en fait de l'ensemble, finalement, des outils, des applications, des méthodes, des démarches qui sont mises en œuvre dans le cadre d'une entreprise pour pouvoir justement assouvir une politique de décarbonation. Ça, c'est le premier point. Périmètre 1.5, du coup, c'est l'ensemble des infrastructures mises à disposition dans le cadre d'une entreprise, mais qui respectent en fait des engagements justement de décarbonation. Mais par contre, cette infrastructure, évidemment, est mise au service de l'entreprise ou de ses consommateurs finaux. Le périmètre 2.0 va bien plus loin, c'est-à-dire que dès lors qu'on a rempli, qu'on a les méthodes, qu'on a son infrastructure, là, en fait, il est question de se dépasser et donc de faire en sorte qu'une entreprise puisse permettre à une autre, d'un autre secteur d'activité, de pouvoir justement prétendre au sien. Concrètement, les entreprises qui sont concernées aujourd'hui, il en existe en fait une multitude, parce qu'on se dit mais comment est-ce qu'on peut déjà s'aider soi-même et ensuite aider finalement l'entreprise prochaine, surtout si elle n'est pas dans le même domaine. J'ai plus ou moins donné une partie de la solution tout à l'heure, c'est dans quel domaine des entreprises du secteur numérique peuvent éventuellement amener à améliorer l'empreinte sur d'autres secteurs. Et si on regarde aujourd'hui, les grosses entreprises, notamment de cloud computing, ont des impératifs assez importants, et se sont mis aussi des impératifs assez importants de neutralité carbone sous la décennie, et donc du coup quelque part en hébergeant des services qui sont devenus neutres, elles permettent à d'autres clients de pouvoir atteindre aussi cette neutralité. Reste après la question effectivement de véracité de l'information, voilà, d'où l'importance d'une réglementation commune. Je parle beaucoup, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions. Du coup, vous parlez beaucoup là de CO2. Oui. C'est très souvent un rapport avec le CO2 vraiment. Alors, le CO2, mais pas que. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, alors toute la partie qui est plus, je dirais, les impacts en fait faune-flore sont aujourd'hui, alors je vais pas dire qu'ils sont pas maîtrisés, mais en tout cas ils sont très inégalement maîtrisés. Et autant dire qu'aujourd'hui, alors après, tout est une question aussi de ce à quoi on est sensible, tout est une question de savoir voilà, est-ce qu'on doute ou pas de l'information, mais ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que par rapport à tous les changements qu'on a, c'est vrai dans le numérique, mais c'est vrai dans d'autres secteurs, en fait on a véritablement des orientations économiques qui sont très 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 importantes, et par exemple quand on se lance dans du tout électrique en véhicule, on sait très bien qu'il va y avoir en fait une production de minerais et de roches précieuses qui est monumentale, absolument monumentale, et ce sans précédent. Et donc se pose toujours la question de savoir où est-ce qu'on va aller creuser tout ça, dans quelles conditions on va creuser tout ça. C'est un petit peu la même raison de tous ces appareils aujourd'hui qui sont vendus par des marques de luxe, dans quel pays aujourd'hui ils sont fabriqués, à quel prix, et puis par qui. Voilà. Est-ce que c'est fait par des enfants? Est-ce qu'une fois que c'est terminé, on va jeter ça dans un autre pays pour démanteler des batteries ou autre? C'est toutes ces questions-là qui se posent. Donc c'est vrai qu'en fait aujourd'hui, oui, on parle beaucoup de l'impact CO2. Pourquoi? Parce que c'est le premier visible et c'est le premier responsable, si je puis dire, nous, en tout cas en tant qu'Européens et dans le monde, dans notre monde, c'est le premier qu'on voit, parce qu'on a des canicules à 42, 43 degrés, parce qu'on a de l'érosion à la Cano, voilà, c'est le premier qu'on voit, très clairement. Mais c'est vrai que si on va un petit peu plus loin, il y a des sécheresses depuis bien plus longtemps dans des pays qui sont exposés directement, il y a des cours d'eau qui sont également, il y a des livres que vous pouvez facilement lire là-dessus, des informations auxquelles vous pouvez rapidement vous apercevoir, et se rendre compte que finalement la partie CO2
Alors oui, elle est probablement la plus critique pour le monde dans sa globalité, mais en tout cas dans les pays qui sont peu développés ou en développement et qui justement voilà, voient leur jeunesse travailler dans les mines, voient et quand c'est pas dans les mines, c'est travailler sur du démantèlement d'équipements. Il est très clairement que il est très clairement c'est pas un problème de CO2 dans ces pays-là. Bon, après aujourd'hui, je ferai pas plus forcément de commentaires parce que c'est des données évidemment qui sont pas disponibles pour le coup, et donc l'idée est plus de voir ce qu'on peut faire véritablement. Les impacts en tout cas aujourd'hui sont véritablement des impacts en CO2. Très rapidement, je pense qu'on va devoir être confronté aussi aux impacts sur la partie eau, parce que c'est très clairement quelque chose sur lequel on va manquer, et on va le voir un petit peu plus loin, mais technologiquement parlant, en fait l'eau est véritablement je dirais un composant qui est nécessaire à toutes les étapes en fait du cycle de vie. Justement, on va pouvoir le voir. Donc sur justement hein, par rapport à... Oui. Enfin oui. Juste pour préciser pour la partie CO2, toutes les études de l'impact par l'équivalent CO2. Oui. Même si on n'est pas sur du CO2, ça va concerner tout ce qui est gaz à chauffer. C'est exactement ça, c'est l'unité retenue aujourd'hui, exactement. Alors aussi parce que finalement c'est c'est celle qui a le plus d'impact en fait sur quand on parle de catastrophe climatique aujourd'hui, on aime effectivement généraliser que c'est uniquement l'augmentation de la température, pas que, il n'y a pas que ça. Voilà, il y a les sols, il y a tout un tas d'autres choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, le seul qui concerne absolument tout le monde, c'est le CO2. Donc je pense que tout le monde s'est mis un petit peu d'accord pour avoir cette, c'est convenient, c'est pratique. Du coup, là justement, je pense que ce qui peut être assez intéressant, c'est de se dire par rapport à ces méthodes de calcul, quelles sont celles sur lesquelles en fait on s'est accordé, et du coup sur quel périmètre on se base. Donc au niveau du périmètre, en fait, il y a deux choses, c'est que on est sur les équipements, on les retrouve toujours vu que ce sont les majoritaires, donc équipements périphériques et infrastructure data center. Ce sont véritablement les deux domaines, donc data center et réseau bien entendu. Ce sont les deux domaines qui sont les plus consommateurs, en particulier les infrastructures, hein, ça se voit souvent dans les informations, c'est souvent pillé ou autre parce que on retrouve du cuivre, on retrouve des métaux précieux. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Et donc on considère ces deux périmètres, et du coup l'idée en fait c'est de pouvoir, donc comme on sait que ce sont les deux éléments qui sont les plus consommateurs et qui ont le plus d'impact, on fait le focus donc sur justement la partie fabrication et la partie utilisation. On considère que les autres sont véritablement mineurs, voilà, n'ont pas forcément à être considérés là-dessus. Du coup, sur la fabrication, la méthodologie en fait qui est retenue, c'est une méthodologie qui est assez basique en fait en tant que telle. C'est que quand on construit un produit, on a un cahier des charges, et quand on va avoir besoin de faire un téléphone finalement ou une tablette, on va se dire voilà, j'ai besoin d'un écran. Cet écran, si je le sous-divise, j'ai besoin d'une dalle, j'ai besoin d'un projecteur, j'ai besoin d'une lumière, j'ai besoin de cellules, et puis je vais avoir une carte, et puis je vais avoir une batterie, et je vais avoir tout ça. Tout ça finalement, ça forme le cahier des charges, si je puis dire, d'un équipement. L'idée ensuite, c'est de transposer ça en termes de consommation. Eh bien, aujourd'hui, au niveau des lois européennes, en fait, on impose dans la fabrication d'un produit, dans la fabrication de chacun des sous-objets, justement, de la part des fournisseurs, une sorte de signature, si je puis dire, qui dit voilà, pour faire ce produit, en fait, ça a nécessité tant de grammes de matière précieuse, ça a nécessité tel impact, etc. Donc c'est grâce à la législation qu'on arrive à avoir cette information-là. Et finalement, qu'on achète une tablette d'une marque A versus une marque B ou autre, eh bien pour chaque produit aujourd'hui qui est en circulation dans notre espace, alors c'est vrai en Europe, c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai aussi partout. Les réglementations sont relativement similaires pour ça, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui, quand vous fabriquez par exemple un smartphone pour le monde entier, alors il existe des réglementations qui font que les antennes vont pas tout à fait être les mêmes, vous n'allez pas être sur les mêmes ondes, mais par contre en termes de qualité de fabrication, si je puis dire, il n'y a pas de différence, vous serez sur le même produit. Donc là-dessus, en fait, ces choses sont toujours vraies, et donc cette analyse du cycle de vie va permettre en fait véritablement, au cours de la fabrication, au cours du process de fabrication, de totaliser sous-objet par sous-objet, et donc d'avoir finalement l'impact quand on achète un produit. De plus en plus, oui. Et les données dont tu parles de consommation de ressources pour chacun des sous-composants, elles sont publiques, c'est-à-dire qu'un consommateur peut y avoir accès à ça? Alors, oui, et donc il y a deux choses. C'est que, alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qui le fait. Parce que si on se dit que c'est le fournisseur de la pièce qui le fournit, c'est biaisé. Voilà, on se retrouve, il y a de nombreuses marques, je les citerai pas, mais qu'on dit qu'ils employaient pas d'enfants en Chine, il y a eu des contre-enquêtes, c'était pas vrai. Donc là-dessus, effectivement, il n'est pas question de se dire, ok, le fournisseur a raison sur la donnée qu'il donne, mais du coup, en fait, il y a un croisement, c'est-à-dire que des ingénieurs aujourd'hui, donc ce métier s'est développé, des ingénieurs réfléchissent et disent, voilà, très bien,
au vu des process de fabrication, voilà ce qu'il est nécessaire en fait de faire, et ensuite ce chiffre en fait effectivement est validé avec le fournisseur qui vient préciser. Et donc cette méthode-là, en fait, elle est réunité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau cycle de vie, en fait, dès lors qu'on est sur une réutilisation d'une pièce, pas de souci, c'est industrialisé. Dès lors qu'on doit avoir d'autres procédés ou autres, alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour fabriquer ces petits joujoux, il n'y a pas tant, l'ingénierie est déjà faite depuis longtemps, on est sur de la réutilisation, et il n'y a pas forcément de nouvelles pièces qui viennent se créer, hein. Tout ça, c'est du marketing. Donc, en réalité, pour produire un équipement d'une génération à une autre, finalement, en fait, on a probablement 98% de réutilisation de cette analyse, de cette méthodologie-là. Et ça, donc, l'intérêt, c'est que c'est c'est un petit peu comme des briques. Donc, justement, si on a 3 appareils de marques différentes qui sortent, mais qui sont tous les 3 une tablette, on va peut-être avoir que 2, 3, 4% finalement de composants qui ne seront pas communs, et justement, donc on peut totalement dupliquer. Alors c'est vrai aussi parce qu'aujourd'hui, dans le marché qu'on connaît sur les technologies, il y a très peu enfin c'est toujours les mêmes entreprises qui font les pièces, qui font l'assemblage, etc. C'est vrai aussi grâce à ça. Donc ça là-dessus, donc cette méthode, elle est vraiment utile pour pouvoir justement récupérer les données de fabrication. Et puis donc toute la partie donc sur l'utilisation, bah là concrètement l'utilisation, en fait on est dans le cycle de vie du coup de l'entreprise. Donc 2 choses, soit on est dans l'entreprise et tout simplement c'est la facture d'électricité, il n'y a pas d'autre façon de mesurer l'empreinte. Un élément qui est un petit peu plus compliqué, c'est du coup quand on est en télétravail, comment est-ce que là on fait quand une entreprise s'est totalement passée d'avoir un siège ou autre, et donc du coup emploie 100% ou même ne serait-ce que la moitié de ses effectifs en télétravail, comment on mesure? Là c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas traité. C'est-à-dire que des entreprises peuvent le faire, peuvent mesurer l'impact, mais aujourd'hui, très clairement, c'est pas quelque chose qui s'est généralisé. Mais on est justement dans le besoin de se dire « Ah, il manque peut-être quelque chose ». Parce que dans le domaine du numérique, il n'y a plus beaucoup de boulots qui se font à 100% en présentiel. Un autre élément aussi qui n'est pas forcément évident et qui nous amène à discuter un petit peu du cloud computing, bah, c'est que quand vous n'avez pas d'infrastructure en propre, vous allez essentiellement dépendre des infrastructures d'un autre. Donc c'est pas parce que j'ai pas chez moi que je suis propre. Ça c'est un peu la technique de je planque sous le tapis. Et là donc on va voir justement comment est-ce que ça fonctionne dans le cloud. Donc, dans le cloud computing, mais plus généralement dans le monde du data center, en fait, le principe est relativement simple, c'est qu'on a des centres de données, avec des serveurs, du stockage, du réseau. Et le but, en fait, finalement, c'est que le cloud computing, c'est un peu le transport en commun, si je puis dire, de l'informatique. C'est-à-dire que soit vous avez vos propres assets informatique, vos propres infrastructures, vous achetez vos serveurs, et du coup, bah, ce sera valable uniquement pour votre activité, soit vous utilisez, je ne vais pas appeler ça le bien commun, mais vous utilisez des infrastructures mutualisées, c'est le cas du cloud computing, et dans ces cas-là, bah, évidemment, vous êtes, voilà, il est logique que sur de plus grosses échelles, vous allez bénéficier, en tout cas, d'une mutualisation. Donc après, comment ça fonctionne? Quand on va avoir un cloud provider justement qui propose des infrastructures, bah, lui va avoir un indice en fait par rapport à son data center, et il va venir faire refléter cet indice sur évidemment l'activité client. C'est logique, j'achète des serveurs, je les mets à disposition de plusieurs clients, ces clients les utilisent, j'ai un indice concernant mon activité, mais quelque part je retranscris cet indice dans l'activité de mes clients. Comment ça s'appelle cet indice du coup? Eh bien, c'est du coup le PUE qui est, alors je crois que c'est Power Usage Effectiveness, donc c'est l'efficacité. Et du coup, c'est un ratio entre deux choses. C'est un ratio entre ce qui est utilisé quelque part, enfin c'est le ratio entre ce qui est utilisé pour rendre de l'application, donc c'est la donnée réelle en fait, quelque part c'est le compute réel, c'est l'énergie réelle qui est utilisée pour rendre le service, versus justement, enfin au prorata de l'énergie globale qui est consommée pour gérer le data center. Parce que du coup, je vous pose la question, mais qu'est-ce qui consomme dans un data center particulièrement? Refroidissement, ouais. Pourquoi d'ailleurs? Ben, finalement, comment... Ouais, exactement. Et si ça chauffe, ça nous amène à la deuxième source du coup de consommation. Ben, c'est parce que les puces consomment énormément. Parce que ça calcule. Enfin très court en cartade, mais là-dessus, je pense que vous avez tous entendu parler des crypto-monnaies, et la blockchain, c'est un véritable désastre. Je rentre pas dans le détail, mais en gros, enfin, l'action de miner du Bitcoin, en fait, se résume à des
des opérations mathématiques qui sont de plus en plus complexes. Donc avant, on pouvait tous s'amuser avec un laptop à miner, aujourd'hui c'est absolument plus possible. Et donc aujourd'hui, il faut des data centers entiers pour miner ce truc-là, qui un jour aura une fin. Voilà, donc on sait que c'est arrêté. Donc ça, il y a un impact qui est très très fort. Et donc je pose la question, justement, c'est pour ça que je vous dis, pourquoi? Bah ouais, ça calcule, mais la question est de savoir justement pourquoi on calcule aussi. Donc ça, aujourd'hui, donc ce PUE, donc ce ratio, en fait, il est utile. Et du coup, on va avoir des ratios. Plus on est proche de 1, plus finalement on est au plus proche de l'usage réel qu'on donne. Donc aujourd'hui, il y a des opérateurs qui arrivent à avoir des PUE à 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Plus on se rapproche de 0, plus c'est vertueux. Plus c'est important, moins c'est vertueux. Donc voilà, c'est là où du coup il faut pouvoir s'interroger sur les bons acteurs. Et donc accessoirement, on va voir sur quelles innovations ça se traduit. Donc les innovations aujourd'hui qui permettent donc le monde du data center, il y en a de plus en plus. Alors j'ai pas forcément collecté de données chiffrées, mais si on compte notamment pour l'Europe, et c'est là où il peut y avoir en fait un constat assez intéressant. Quand le cloud computing est arrivé en Europe, il est principalement arrivé par la porte de l'Irlande. 3 raisons. La première, c'est qu'en termes d'interconnectivité, en fait, l'Irlande a la chance, c'est historique, mais en fait, il y a énormément d'interconnexions entre les États-Unis, l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc c'est vraiment un vecteur de communication et d'infrastructure qui était absolument monumental pour mettre en place ces infrastructures. La deuxième raison, c'est que du coup, en termes de data center, je crois qu'on retrouve pas moins de 400 data centers, si le chiffre est exact. Il faudra me vérifier, mais je crois qu'il y a 400 data centers en Irlande, et c'est véritablement une terre où il n'y a pas que des moutons et de la verdure, il y a énormément de centres de données, c'est colossal. C'est probablement pour ça. La troisième raison, c'est la fiscalité. Évidemment. Donc aujourd'hui, très clairement, les entreprises qu'on consomme toutes sont toutes arrivées là-bas en se disant c'est très très chouette, vous avez des conditions de fiscalité qui sont chouettes. Sauf que là-dessus, quand on mesure justement le PUE à l'échelle de l'Europe, par exemple, aujourd'hui, les fournisseurs américains ont des centres de données qui sont maintenant à Paris, qui peuvent être en Belgique, qui peuvent être en Allemagne, qui peuvent être un petit peu partout. Et du coup, souvent, on retrouve des normes, notamment sur les data centers en France, qui sont des normes vertes. Donc ce sont des data centers qui sont vertueux, en fait, qui ont une neutralité, qui sont d'ores et déjà ancrés dans une neutralité carbone. Très chouette. Mais qu'en est-il à l'échelle globale, du coup, de l'Irlande ? C'est pas le cas. Et donc aujourd'hui, ce qui serait intéressant, mais ça évidemment c'est une donnée qui n'est pas disponible, c'est de savoir quelle est la part en fait finalement des clients qui résident, dont leur infrastructure réside en Irlande, de ceux qui résident dans les data centers. Donc là voilà, ça remet un petit peu en question en fait cette chose-là en disant c'est très très bien que les cloud providers aujourd'hui fournissent des services verts, c'est très vrai, mais peut-être que dans le dimensionnement on n'y est pas tout à fait. Et ce qui est certain, c'est qu'en France on n'a pas 400 data centers comme il y en a en Irlande. C'est une réalité. Donc là-dessus, l'effort en fait doit être fait sur les technologies, et que ce soit en Irlande comme ailleurs, en fait, il y a un défi technologique pour changer déjà les puces, faire en sorte qu'elles consomment moins, et puis ensuite les modalités de data center. 4 innovations qui me paraissaient importantes de vous donner: les processeurs ARM. On en retrouve là-dedans, concrètement, les processeurs ARM, alors les instructions ARM existent depuis 20 ans, si ce n'est pas plus, 30 ans, mais elles ont été remises au goût du jour. Alors, les développeurs n'aiment pas, parce que c'est un petit peu plus contraignant pour que des applications dessus, mais je ne vais pas rentrer dans la technique du comment, du pourquoi, mais en tout cas, l'avantage vertueux, c'est que ce sont des puces, finalement, qui calculent très bien, qui calculent plus vite, qui chauffent beaucoup moins, et qui ont plus de longévité. Que d'en être mieux quand on essaie de faire des choses vertueuses. Donc les processeurs ARM aujourd'hui sont véritablement en fait un enjeu là-dessus. Aujourd'hui, il y a très très peu de clients qui seraient limités sur le fait de passer sur de l'ARM. C'est-à-dire que quand vous avez des instances cloud, par exemple traditionnelles ou autres, finalement, il y a très très peu de contraintes. Si vous avez des applications qui ont été quelque part retranscrites en ARM, elles sont portables. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de réécriture en fait du code à partir du moment où la plateforme ou le middleware sur lequel elle fonctionne a été recodé. Donc ça c'est un premier point. Ensuite, sur la partie, je pense qu'un point qui est assez important, c'est justement l'alimentation en énergie renouvelable des data centers. Ça, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et donc, le principe justement des data centers, alors nous, on a aussi un acteur en France qu'on plébiscite pas assez, mais qui s'appelle OVH, et qui a été
excessivement pionniers là-dessus, sur les technologies donc d'alimentation en énergie, et notamment sur les méthodes, on le verra un petit peu plus tard, de dissipation thermique. Mais ça, aujourd'hui, un des gros enjeux, et notamment, donc c'est un process qui a énormément de succès en Allemagne, c'est la méthanisation. Ça repose concrètement sur quoi? Ça repose sur le fait de mettre des data centers en fait plutôt dans des zones, je dirais, agricoles. On utilise justement la biomasse générée par les élevages, donc plutôt que ça se relâche en fait dans ce qui pose un gros souci sur les élevages bovins en particulier, mais pas que. Plutôt que ça se soit justement relâché dans l'atmosphère. Le méthane n'est pas mieux que le CO2, c'est même pire. On en parle très peu parce que on a des besoins énergétiques qui font qu'on tait certains éléments, mais très clairement aujourd'hui, la méthanisation en fait est un process qui permettrait de limiter en fait l'empreinte sur la partie agricole et en plus de pouvoir permettre justement l'alimentation des data centers sur le principe de méthanisation. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Nous on est un petit peu en retard, mais nos voisins allemands eux sont très en avance là-dessus. Et du coup, eux, donc de plus en plus sur data center fonctionnent sur ces principes-là. En plus de ça, ce serait quand même plutôt intéressant puisque industriellement et énergétiquement parlant, ça nous permettrait d'avoir quelque part une source d'énergie propre au numérique qui serait alternative justement à la partie nucléaire qu'on connaît aujourd'hui et qui finalement serait assez nouvelle et donc aussi source quelque part de vecteurs de croissance sur l'industrie. Dans le cas du cloud computing, donc je vais pas revenir dessus dans le détail, mais donc voilà, on voit aujourd'hui comment les leaders du domaine font en sorte justement d'ancrer, donc eux ils sont très clairement dans le Green IT 2.0, c'est-à-dire qu'ils font en sorte d'avoir une neutralité pour ensuite concourir en fait à la neutralité de leurs clients. Donc ça c'est quelque chose d'assez important. Aujourd'hui concrètement, enfin une entreprise moi comme la mienne aide en fait les clients justement à pouvoir auditer, choisir les bonnes solutions pour pouvoir, enfin dans le cloud en tout cas, voilà, on considère le Green IT comme étant un pilier et donc on est capable d'auditer en fait des sociétés, d'auditer leur infrastructure pour faire en sorte qu'elles puissent être plus vertueuses et aussi donc atteindre leurs objectifs de croissance. Dernier point, c'est l'amélioration des systèmes de dissipation thermique. Auparavant, on était sur des systèmes qui étaient du coup principalement en water cooling ou alors en air cooling avec des combinaisons de climatisation. Et ça, c'est un véritable désastre. Alors, le water cooling un petit peu moins, mais se pose quand même la question après de l'évaporation, comment on gère tout ça, c'est pas forcément bien. Donc il y a pas mal de choses qui ont été faites, et d'ailleurs, enfin, si vous recherchez un petit peu, vous pourrez voir ce qu'ont fait Microsoft, ou Facebook, ou Google. Alors, ils ont énormément de budget pour aller faire ces essais-là, mais Microsoft a mis une sorte de capsule dans l'océan, du coup, et donc ils se sont dit que ça pouvait être intéressant d'immerger un data center dans l'océan. Ils ont déploré quelques attaques de requins, mais à part ça s'est plutôt bien passé, et les vibrations qu'on a dans l'eau amènent une longévité des disques durs notamment qui est beaucoup plus importante. Les seules problématiques, c'est du coup donc le data center est sous vide, et donc c'est les opérations de maintenance. Ils s'en sont rendus compte un petit peu trop tard, mais c'est vrai que quand on met une capsule dans l'eau, c'est un petit peu plus compliqué pour un technicien d'intervenir. Facebook, quant à eux, alors eux du coup ils ont mis des data centers mais dans des zones arctiques qui ont été relativement problématiques puisque eux sont partis du principe que pour faire du froid, il fallait déjà avoir du froid. C'est une très bonne chose. Néanmoins, là-dessus, la consommation en eau était quand même assez désastreuse. Donc ils sont revenus rapidement dessus. Google avait fait des approches qui étaient relativement similaires. Mais l'emplacement, effectivement, aujourd'hui, data center joue un rôle prépondérant. Et on se pose la question, justement, au vu des raccords qu'on a, notamment des fibres qui passent dans l'océan, on se dit que finalement, on peut totalement avoir des infrastructures déportées à plusieurs milliers de kilomètres sans que ça n'ait réellement d'impact sur sur la consommation des ressources. Voilà un peu là-dessus. Oui. Sur les zones glacées, ouais. On constate quand même en hiver, si je ne me trompe pas, que les batteries, par exemple, elles ont tendance à perdre vachement d'énergie. Exactement. Froid. C'est pas une fausse bonne idée, ça? Alors, sur la partie des batteries, alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que en fait, en gros, c'est un petit peu comme en gros, l'enveloppe est exposée à des températures très basses, et l'idée après c'est d'avoir des cycles d'air en fait qui utilisent l'air froid. En fait, le gros problème, c'est comment dans un environnement tempéré ou chaud, on arrive à créer de l'air froid par contraste. Mais le souci, ce qui est consommateur, en fait, justement, c'est ce process de transformer de l'air chaud en air froid. Donc eux se disent justement que pourquoi aller créer de l'air froid quand on en a déjà ? Ou pourquoi aller créer de l'eau froide quand on en a déjà. Et donc c'est ce paradigme-là en fait qu'ils ont voulu résoudre. Ça s'est vérifié, du coup, ça fonctionne. Le problème c'est comment ça pourrait fonctionner à très large échelle. Et ça n'enlève pas que, en fait, il y a quand même une consommation en eau qui est
outrageusement déraisonnable. Donc ça peut pas constituer une solution. Après, il y a des choses, j'en ai pas forcément parlé, mais il y a des choses qui sont encore plus étonnantes. Il y a des data centers qui ont été faits notamment en Europe centrale ou en Europe de l'Est, dans des grottes. Voilà, donc on exploite véritablement. Mais là-dessus, on se rend compte aussi qu'il y a tout un tas d'exploitations. Alors quand les data centers sont construits, en fait, il faut se rendre compte qu'ils répondent en fait à des règles, à des normalisations, notamment sismiques, d'autonomie énergétique, etc. Quand on prend les fournisseurs, par exemple, les fournisseurs américains, pour se targuer d'avoir une disponibilité très proche de 100%, en fait, il faut se rendre compte qu'ils n'y arrivent qu'au concours du fait qu'ils ont en fait distribué leur architecture de data center, et donc c'est parce que c'est gargantuesque qu'ils arrivent à ça. Mais du coup, positionner ça dans des infrastructures plus des infrastructures terriennes ou océaniques plus originales et représente un véritable défi. Donc aujourd'hui, en fait, on est plus vraiment dans de la recherche. Par contre, l'avenir, effectivement, aujourd'hui, est plus dans l'idée de dire créons des technologies qui sont moins consommatrices. Aujourd'hui, c'est vrai qu'arriver avec des processeurs qui consomment beaucoup moins, alors que depuis des années, en fait, le processeur, c'est majoritairement un fabricant, une société, c'est compliqué. Mais du coup, là aujourd'hui, c'est quelque chose qui est passé, qui fonctionne, et sur lequel aussi, et ça, je pense que c'est important, c'est encore une fois la prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète des équipements qui sont quand même de moins en moins consommateurs. La question est de se dire, bah du coup, c'est très bien, il faut acheter ces équipements. L'effet qui se coule est de se dire, par contre, il ne faut pas non plus en acheter 150 000. Il y a ce côté où, encore une fois, il y a l'entreprise, nous. Et ça, c'est vraiment important. Les scénarios, je vous avais promis, du coup. Donc, pourquoi ces scénarios, en fait? Alors, on va voir un petit peu après, mais la France, donc, a demandé justement ces études pour pouvoir positionner les différents textes de loi, positionner les évolutions, et puis tout le cadre législatif, en fait, qui va évoluer et qui ne fait que commencer. Et du coup, on a envisagé qu'il y aurait 4 scénarios. Celui que je vous décrivais tout à l'heure, qui est horrible, qui est très clairement celui qui ferait qu'il n'y aurait plus du tout de retour arrière, parce que souvenez-vous, à l'échelle justement de ce qu'on doit faire, en fait on est déjà en retard, donc si on arrive en 2030 avec ces chiffres-là, on sait pas qu'on n'est pas bon, c'est qu'on est dans le mur. Donc il y a 3 autres scénarios qui ont été faits, un scénario d'éco-conception modéré. Donc, éco-conception modérée, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'y vais un peu, mais j'y vais pas complètement. Voilà. Je laisse une part c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que j'accepte parce que les entreprises, l'industrie, etc., on va créer des nouvelles modes, mais on va attendre un petit peu que ça généralise. Regardez dans le secteur automobile, toujours pareil, mais l'hybride, puis le tout électrique, les hybrides diesel, il y a eu des tas de choses, en fait, avant qu'on avance sur un plan 2035 tout électrique. Puis ce plan-là, du coup, il a été annulé. Donc, donc aujourd'hui, le but est vraiment de se dire, justement, parce que dans ce secteur, on a des cycles de consommation qui sont plus réguliers, on a la possibilité véritablement de pouvoir infléchir le modèle avant qu'il soit trop tard. Troisième scénario, du coup, c'est celui de l'éco-conception généralisée. Alors, quand on parle d'éco-conception généralisée, en fait, moi, j'ai des exemples qui viennent en tête, et je pense que vous avez forcément tous vu. Quand vous achetez aujourd'hui un équipement, vous avez une petite note de réparabilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ça, par exemple, justement, c'est ce que la législation, dans le cadre de l'éco-conception, a proposé. Autre chose, quand vous achetez aujourd'hui pareil un produit, en fait, il y a une durée de disponibilité des pièces qui est maintenant légalement encadrée, qui a été repoussée de 2 ans, et qui le sera encore dans un horizon de 2 ans. Ça veut dire que d'ici 2025, en fait, on fera en sorte que tous les équipements que vous achetez, ordinateurs, tablettes, le constructeur devra s'engager à 10 années de disponibilité des pièces. Et ce qui est important, parce qu'on sait tous que quand on casse notre téléphone avec notre marque préférée, c'est pas tant que la pièce soit pas disponible, souvent elle l'est, mais le problème c'est le prix de cette pièce. C'est-à-dire que quand vous achetez un smartphone 1500 €, que vous le cassez et qu'il faut redébourser quasiment le prix 1 an après, vous achetez le nouveau, vous réparez pas l'ancien. Donc ça, là-dessus, il y aura également des sanctions qui seront données au niveau des fabricants pour dire non, attendez, quand vous changez un écran, vous chargez le prix de l'écran, vous chargez pas le prix de tout. En gros, faire en sorte réellement qu'on se donne les moyens de réparer un produit. Donc ça, c'est des choses qui sont véritablement données. Une chose aussi, c'est de favoriser en fait la réparation par les citoyens eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a des tas de choses, dès lors qu'on est un petit peu bidouilleur, qu'on peut réparer soi-même. Donc ça, c'est aussi une occasion qui est donnée, la disponibilité aussi des notices. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, sont des éléments légaux sur lesquels il y a une législation qui a déjà entamé, et on peut le constater, en fait, c'est de plus en plus vrai.
Voilà. C'est aussi un secteur qui va représenter beaucoup d'emplois, mine de rien, puisque en fait on a deux choses aujourd'hui, et on a peut-être sur les vecteurs de consommation quelque chose qui a déjà avancé, c'est toute l'utilisation des produits de seconde main. Back market pour citer que aujourd'hui voilà c'est vrai que c'est probablement lié aussi c'est pas forcément par volonté, on le fait pas, voilà, c'est aussi parce que les prix aujourd'hui de certains appareils sont absolument démesurés, donc ça permet d'avoir des appareils à des prix plus acceptables, mais en tout cas très clairement ce sont des entreprises aujourd'hui et la seconde main est quelque chose qui est en essor, donc ça sert énormément ce scénario-là. Et le dernier scénario, qui est celui sur lequel en fait la France a plutôt décidé d'œuvrer, c'est le scénario de la sobriété. Et donc ce scénario-là, il implique en fait l'ensemble des acteurs de la chaîne. C'est-à-dire qu'il implique de dire qu'on va produire moins. Il implique de dire qu'il va y avoir une taxation plus importante au niveau des sociétés. Et il implique le fait de se dire qu'en tant que consommateur, il faudra réellement qu'on se sente impliqué, il faudra réellement que dans notre consommation, voilà, on veille à être plus raisonnable et à se dire justement est-ce que j'ai réellement besoin du dernier téléphone à la mode parce que la photo est un petit peu plus jolie sur celui-là que sur celui que j'avais avant. Ça voilà, ce sera véritablement cet effort. Du coup, voilà, c'est un petit peu ce qui est résumé là-dessus. Hein. Donc véritablement, hein, la législation aujourd'hui a déjà engagé en synthèse les entreprises. Les entreprises devront déjà du coup œuvrer pour justement diminuer, se mettre justement en marche par rapport à ces objectifs. Les entreprises devront rendre des comptes. Il y a également des impératifs politiques, enfin des occasions politiques, des occasions qui feront que finalement ces opérations vont se généraliser. Et il y a un dernier point, c'est qu'on voit que tout ça finalement est essentiellement lié en fait à des habitudes de consommation. C'est-à-dire que le numérique fait quoi? Que des sociétés puissent créer des produits qui dépendent de consommateurs, et ces consommateurs, en fait, quelque part, consomment ces applications au moyen d'équipements qui sont fournis par d'autres applications, enfin par d'autres sociétés. Donc finalement, le premier contrôle qu'on a, c'est exactement nous avons le pouvoir de dire qu'on réduit. Donc ne plus consommer, la réponse est non. Par contre, se poser la question de se dire si on doit garder un numérique, peut-être que, raisonnablement, on peut se dire qu'il existe des choses plus importantes, notamment sur les services publics, notamment peut-être sur l'hôpital, notamment peut-être sur la santé, notamment sur tout ce qui peut être du ressort de la légalité, du ressort aussi, et donc tout simplement se dire voilà, le numérique peut être un moyen peut-être d'améliorer finalement nos conditions de vie, d'améliorer aussi la pérennité qu'on pourrait avoir à vivre sur un territoire, parce que quoi qu'il arrive, nous aurons des catastrophes à vivre, quoi qu'il arrive, il est trop tard au niveau du climat, donc nous devrons faire face à ces catastrophes, et c'est se dire que le numérique peut peut-être en fait devenir au concours de notre consommation et des actes qu'on choisit, de ce qu'on souhaite consommer, pouvoir infléchir un petit peu ce mouvement et être plus raisonnable. Voilà un petit peu en synthèse ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et du coup, vous retrouverez ici donc les différents documents que j'ai pu lire pour m'informer. Donc ADEME, ARCEP, deux organismes justement qui ont été chargés par le ministère de la Transition écologique et qui travaillent depuis maintenant quelques années. Toutes leurs études sont publiques. Donc vous pouvez aller dessus et la totalité en fait à la fois des informations, à la fois de leurs infographies, des travaux qui sont faits sont communiqués. J'étais assez agréablement surpris parce que c'est très lisible, c'est technique mais très lisible, il y a plusieurs vues, ils font vraiment un travail qui est très très dense. Donc je vous ai mis les deux sites que vous avez du coup. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, en fait aujourd'hui vous avez énormément de chercheurs, informaticiens ou autres qui travaillent en fait sur ces secteurs et aussi sur des modélisations économiques, voilà, sur des modèles qui pourraient faire en sorte justement d'inclure pas que, mais notamment le monde numérique. Donc je vous ai mis le dernier ouvrage que j'ai lu, du coup qui est assez bouleversant. C'est un informaticien qui est basé à La Rochelle et du coup voilà qui fait un constat, donc il participe à ces études et il fait un constat alors qui est pas forcément j'ai pas dit attristant mais bouleversant, mais en tout cas je pense que ça peut être une bonne lecture parce que ça permet véritablement je pense de se poser les bonnes questions et puis de se dire aussi que dans le cadre du Green IT, voilà, c'est important de dissocier justement le greenwashing des actions qui sont réelles et qui elles pour le coup auront de véritables résultats. Voilà au niveau des sources, et puis du coup un grand merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Merci, c'est super cool. Moi je viens souvent à ce genre de présentation avec une petite appréhension, parce que souvent c'est très
J'avais pris une citation du chiffre électronique. Mais voilà, il y a eu quand même un bon emballement, je trouve, surtout médiatique, sur le côté supprimer vos mails, mettez vos plus en face sur santé, vous allez fixer la planète. Quoi. Et du coup, en fait, dans cette présentation qui va plus dans ce que j'avais vu aussi en cherchant un peu, moi, je trouve ça plutôt optimiste en fait, parce que j'ai l'impression que le secteur numérique est vachement en avance sur ce qu'il est et sur l'impact qu'il a. Quoi. Et on n'attend pas d'être tant mieux. Quoi. Et déjà, les discussions, alors, tu parlais de prise de conscience, je vois plus une opportunité marketing, parce que c'est bien aussi de dire qu'on est vert, tout ça. Et du coup, je me demande si le plus grand impact, c'est pas finalement le pour nous en tant que, je sais pas si tous les ESN des éditeurs ou quoi, mais c'est plutôt le choix de nos clients, j'ai l'impression, de ce qu'on travaille. Quoi. Tout à fait. Et à ce titre-là, est-ce que, c'est plus sur les études ACV que la question porte, c'est à quel point ces études-là sont portées sur les clients des entreprises je sais pas comment c'est exactement. Alors après, de toute façon, les études, c'est un fait aujourd'hui, c'est-à-dire que les études, c'est véritablement des études qui sont des études plutôt chiffrées, et puis après, en fait, derrière, il y a des propositions, des modélisations qui sont faites. Mais ça, c'est véritablement le cadre de la législation. Pour l'instant, en fait, le cadre de la législation, enfin, c'est le but de ces organismes, en fait, il y en a eu d'autres, parce qu'il y a beaucoup, je dirais, de fondations, d'associations, enfin de mouvements en tout cas qui se créent et qui viennent justement essayer de co-construire quelque chose. Après effectivement, je pense que comme tu le disais, il y a un risque, un trait marketing. Je pense qu'aujourd'hui, ce risque est devenu une nécessité et je suis assez d'accord avec toi pour dire que de ce risque, on peut faire une opportunité. Bon, sur la partie numérique, est-ce qu'on est en avance ? C'est plus discutable, mais je laisse à chacun de faire son avis et je pense que la lecture que je vous ai communiquée peut être un bon point pour savoir si selon vous on est en avance ou pas. Moi j'ai pris ma décision là-dessus. Après il y a d'autres enjeux effectivement aussi que la partie climatique. Maintenant sur les clients, je dirais que à partir du moment en fait où on légifère, il n'y a pas de question de se dire est-ce que tel client ou pas. C'est-à-dire qu'en fait on sait qu'une entreprise aujourd'hui de plus de 500 salariés va de toute façon avoir un poids, en fait, va avoir une empreinte, et finalement, ça fonctionne un petit peu partout pareil. Dès lors qu'on arrive à mettre une incitation, et l'incitation, alors c'est malheureux, mais c'est une incitation monétaire, financière, dès lors qu'on arrive à mettre cette incitation et dire, mais regardez, si vous ne le faites pas, on va vous punir, et on va vous punir au portefeuille, c'est comme ça que ça fonctionne, malheureusement. Du coup, tout à fait. Et donc, en fait, aujourd'hui, de toute façon, c'est bien la stratégie. C'est de faire en sorte, en fait, justement, que toutes les sociétés qui ont un poids puissent, quelque part, avoir, justement, une stratégie de décarbonation, de neutralité carbone. Après, selon le périmètre où elles se trouvent, elles auront une stratégie pour elles, une stratégie pour d'autres. Mais très clairement, aujourd'hui, il doit quand même y avoir cette prise de conscience, parce que dans plein de secteurs aujourd'hui, ça fait pas partie de la priorité de l'entreprise que de décarboner. Mais vraiment pas. Donc quelque part, si on te dit aujourd'hui oui c'est très bien, tu as fait ce chiffre d'affaires sans atteindre ces objectifs, nous on va t'en ponctionner 30%, c'est bête, mais ça va être... En fait quelque part le but est de dire on n'est pas obligé forcément de séduire, on n'est pas obligé de convaincre, mais du coup faut sévir. Et c'est là où je pense que justement c'est plus chouette de le prendre du côté de l'opportunité, se dire voilà ce qu'on peut faire, voilà comment est-ce que demain on peut finalement s'améliorer, plutôt que de se dire mais bon, il y a toujours besoin de sévir. C'est vrai pour tout. Aujourd'hui, quand tu regardes, alors je parle automobile parce que c'est un autre secteur que je connais un petit peu mieux, mais aujourd'hui, la sanction pour l'automobile, c'est quoi? C'est de condamner en fait directement celui qui fabrique la voiture et celui qui va la consommer. Et comment ça fonctionne? Au portefeuille. Tu as le cahier des charges d'une voiture avec un gros moteur, et bien la législation fait que tu ne pourras pas distribuer cette voiture en France, et quand bien même tu arrives un petit peu à biaiser le jeu et que tu peux la produire ou en tout cas la faire importer en France, le consommateur va payer une écotaxe. Et cette écotaxe, tous les ans, elle double. Tous les ans, elle double. Donc concrètement, que font les marques, que font les constructeurs automobiles? Ils disent ok, on va faire attention. On n'a pas le choix, parce qu'on veut vendre nos voitures en Europe. Donc ça va fonctionner de la même manière en fait ici. Le but est de créer... Après voilà, il y a les deux choses, c'est que l'incitation, de l'autre côté t'as la contrainte. Voilà, donc on va les inciter à, et puis si l'incitation n'est pas assez forte, il y aura une contrainte. Mais il n'y a pas forcément trop le choix. Après, ce qui est difficile par contre de mesurer, et c'est vrai, tu as tout à fait raison quand tu parles de quelles sont les entreprises, c'est les activités offshoreisées des entreprises. Voilà, ça aujourd'hui c'est assez difficile. Tu as des activités qui sont implantées ailleurs. Beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, même dans le secteur du numérique, offshoreisent des activités en Inde, dans des pays en développement ou autres, mais sur la nature des activités qui sont faites là-bas, il y a une opacité.
Il y a une opacité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez embêtant, mais sur lequel, justement, après, ça, c'est un petit peu plus le rôle, je dirais, des institutions de faire ça. C'est un peu le but de la COP, c'est un peu le but, voilà, du G20, c'est leur but, en fait. C'est leur but. Après, dans le cas de la consommation, je pense, enfin, en tout cas, moi, c'est une part de réflexion que j'ai beaucoup eue. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, finalement, les entreprises proposent parce qu'on consomme, et donc à partir du moment où on arrive à ne plus consommer, les entreprises vont être obligées de changer. Donc si on consomme moins parce qu'on a une incitation ou au contraire une contrainte financière à ne pas le faire, tôt ou tard on s'y retrouve. Mais c'est plus ou moins agréable, je te l'accorde. C'est pas évident. Je trouve que ça va vraiment dans le sens où c'est pas parce qu'on est dans le numérique que la science au différente. Ouais, exactement. Exactement. Puis se pose aussi la question de ce qu'on fait avec ce numérique en fait aujourd'hui. 40% de Netflix, et puis il n'y a pas que ça. Ça c'est 40% de la bande passante. Ouais. 40% en fait des réseaux aux États-Unis étaient occupés en 2020 pour Netflix. Alors dès que tu as une sortie de série ou autre, c'est d'autant plus vrai. Je parle pas d'autres secteurs qui sont plus des secteurs après, enfin tout ce qui peut être criminalité, pédocriminalité, etc., qui représente aussi une part assez inquiétante de l'utilisation des réseaux. Il y a d'autres lectures aussi que j'ai pas forcément citées parce que je n'en suis pas inspiré, mais aujourd'hui en fait il y a pas mal de choses sur l'utilisation des réseaux sociaux et sur l'avènement de l'intelligence artificielle. Je pense que tout le monde a entendu parler de ChatGPT, des applications qui permettent de fournir des images, etc. Mais il y a pas mal aussi d'études sociales là-dessus qui sont très intéressantes et qui permettent aussi de se dire finalement on peut peut-être consommer ces choses-là avec effectivement un côté positif pour le climat, mais ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre aussi la consommation, alors pas à 100% bien entendu, il y a des gens qui consomment très bien et ça reste des outils formidables, mais c'est de comprendre aussi un petit peu aussi comment la société s'est transformée et comment certains pans très négatifs en fait se sont développés, malheureusement à cause de ces technologies. Donc je pense que c'est une réflexion d'ensemble, il faut pas la limiter qu'au climat, mais après voilà, le but d'aujourd'hui c'était de comprendre un petit peu voilà, comment on peut arriver à faire infléchir ça. Et les résultats qu'on observe dans les scénarios sont quand même plutôt sympas. On pourrait très clairement faire baisser l'empreinte, donc c'est plutôt chouette, même si on n'arrive pas au taquet du scénario de sobriété. Quels sont les outils pour les entreprises pour mesurer leurs impacts environnementaux? Est-ce que tu en connais? Ouais, alors oui, il y en a. Alors les outils, en fait, aujourd'hui, justement, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Si tu te dis... alors ça a un nom, mais je me souviens plus du tout. Enfin, c'est un effet... en fait, c'est quand finalement tu fais une action, mais que l'effet que ça génère est totalement l'effet inverse du but recherché. Et donc, la difficulté, c'est de se dire qu'aujourd'hui, justement, une entreprise veut baisser son empreinte. Alors si tu utilises des outils qui vont devoir calculer en permanence quelle est l'empreinte en temps réel, etc., en fait c'est contre-productif. Mais somme toute ça existe, mais c'est la raison pour laquelle en fait il y a ce Green IT 2.0 qui est géré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'aller mettre un outil additionnel, si une entreprise qui te fournit un service est capable de te délivrer justement quelle est ton empreinte, qu'est-ce que tu consommes, c'est réel. Il y a un point aussi important là-dessus, c'est que tout à l'heure, je sais plus si tu te souviens, mais j'avais dit que tout ce qui était activité un petit peu à distance était compliqué. Et en fait aujourd'hui justement, dans les outils qui sont les plus vertueux pour le coup, c'est plutôt des outils qui permettent de collecter tout ce qui n'est pas forcément disponible au sein de l'entreprise. Parce que si tu veux ton empreinte au sein de l'entreprise, c'est facile, tu as ta facture, et EDF aujourd'hui te dit combien ça représente de kWh. Donc concrètement, quand toi tu reçois ta facture, tu dis ok, bah finalement tu calcules le prorata, j'ai tant de serveurs, je sais combien ils consomment, parce que grâce à la méthode ACV, bah j'ai si tu veux le rendement de chacune des machines, et donc tu es capable de dire bah ça c'est mon éclairage, ça c'est ma clim, ça c'est le parking, ça c'est la barrière, ça c'est mes salariés, etc. La problématique c'est comment tu mesures quand c'est pas chez toi. Et quand c'est pas chez toi, justement, bah, le Green IT 2.0 permet justement de faire en sorte que les entreprises qui te fournissent ces services fournissent ces métriques. Donc ça c'est vrai, et après il existe quelques autres outils. Alors je crois qu'il y a Greenly en particulier qui fait beaucoup de marketing là-dessus et qui permet notamment de calculer le rendement énergétique par salarié. Eux, ils sont carrément allés plus loin. Ça qui peuvent te mettre enfin tu peux véritablement avoir... Alors tu as des positions aujourd'hui de direction dans l'entreprise qui peuvent éventuellement contrôler ce côté green et qui disent bah, attention, Alfred il a fait trop de déplacements ce mois-ci donc on va le mettre en télétravail quelque temps pour régler. Blague à part, ça existe. Est-ce que c'est des bonnes choses ou pas? Encore une fois, je pense que la capacité de contrôle, elle est importante, voir où on en est, c'est important. Ce qui est d'autant plus important, c'est peut-être de réaliser qu'aujourd'hui, envoyer 15 personnes dans des avions pour aller faire une réunion qu'on peut faire à distance, c'est peut-être juste un peu ridicule. Voilà, et je pense que ça, c'est une question
pas forcément de contrôle, mais peut-être justement de prise de conscience et d'intelligence, se dire mais à quoi bon. Enfin, je sais pas quels sont vos secteurs d'activité, on pourra en discuter, mais moi c'est vrai que j'ai travaillé, je continue à travailler énormément avec des acteurs qui sont principalement basés sur la capitale, qui ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi est-ce que je mets pas mon popotin dans un avion 4 fois par semaine. Bah parce que c'est juste pas raisonnable en fait. C'est pénible, c'est usant, mais en plus ça ne sert à rien. Je suis d'autant plus efficient à 9h du matin chez moi, après avoir pris mon café, fait ma séance de sport, je suis plus à même de pouvoir leur rendre service. Mais ça, ce sont des consciences. Et c'est vrai que là-dessus, on n'est pas forcément les mieux placés. On n'aime pas trop les changements d'habitude en France. Donc voilà, on est comme ça, c'est notre originalité. Mais faudra probablement changer. Ouais, quand tu parlais de contraintes et d'amendes, ça m'a fait penser à toute cette période où il y avait un RGPD qui s'est introduit dans l'entreprise. Ouais. Et qui a fait peur aux grosses sociétés, parce que les grosses sociétés grâce à vent. Et on a vu des postes qu'on n'avait jamais connus dans les sociétés qui vont commencer à nous reparler des gens qui étaient juristes, je ne sais pas les termes exacts, mais qui étaient garants du coup de ce respect de cette nouvelle loi. Ouais. Et sauf qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on n'a pas de poste. Enfin, qui est en charge qui est garant de cette empreinte carbone de l'entreprise? Il y a des juristes, on sait tout ce que c'est, ça existe, il y a des gens qui sont formés pour ça depuis toujours. On a juste rajouté une loi, ils ont juste à l'appliquer maintenant dans l'entreprise. Et on n'a pas de poste en place aujourd'hui dans l'entreprise qui sont garants de ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un gros travail institutionnel avant de former des gens là-dedans, d'avoir des filières, Alors, ouais, je pense que justement, des entreprises en fait. Alors, je sais que vous le faites, mais tu vois, il n'y a pas de. Les entreprises n'embauchent pas quelqu'un qui fait ça à temps plein. Alors, justement, c'est quelque chose qui rentre un petit peu. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. C'est que de plus en plus, en fait, dans la transformation, enfin, le numérique, en fait, a amené des tas de choses parce que le numérique, si je fais le pendant, par exemple, avec toute la partie un peu, je dirais les DAF, les directeurs financiers, en fait, aujourd'hui, avant, quand tu avais ta consommation, avant que les entreprises aillent vraiment vers la digitalisation, ce qui se passait, c'est que tu avais le directeur des services informatiques qui pilotait l'ensemble des activités informatiques, qui disait, voilà, moi, j'ai besoin de tant de budget, il rendait compte, du coup, quelque part au DAF, et puis le DAF validait des factures. C'est tout ce qui se passait. En gros, il y en avait un qui fournissait le budget sur la réclamation de l'autre le contrôlait, tant qu'il n'y avait pas d'augmentation, c'est bon. Et puis ensuite, il y a eu la digitalisation. Quand la digitalisation est arrivée, tous les visionnaires en entreprise, tous les chefs d'entreprise ont dit « Ah mais c'est absolument magique, il faut faire de la digitalisation ». Donc, ils ont confié ça aux DSI, les DSI ont dit « Oh là, nous on sait absolument pas comment ça marche, nos équipes sont pas formées pour ça ». Donc, on a eu un nouveau métier qui s'appelait le CTO, qui n'existait pas avant. Donc, on avait un DSI et une direction technique. CTO, avantage inconvénient, super agile, bon mindset, souvent en capacité justement de pouvoir faire des trucs plus modernes, mais comme c'était nouveau, on lui donnait pas trop de budget, donc il fallait qu'il pilote un peu au fil de l'eau, et puis du coup, toute la mouvance en fait un petit peu DevOps c'est hérité de ça, c'est-à-dire qu'il y a eu le CTO, le DSI, les deux étaient mis en opposition, c'était un peu le monde d'avant, le monde d'après, et puis retour si je puis dire un petit peu à l'envoyeur, c'est que au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, à avoir fait on-demand, à avoir consommé du cloud on-demand, etc., à avoir multiplié par 15 le rythme des livraisons applicatives, là en fait le DAF s'est réveillé en se disant mais c'est pas possible, on a eu une explosion des factures. Donc on a mis en place ce fameux DevOps, ce fameux terme pour se dire finalement on va utiliser le côté un petit peu pénible mais rationnel du DSI parce qu'il savait piloter un budget, et on va utiliser finalement l'aisance technologique et la partie visionnaire que peut avoir un CTO. Bon. Et puis ensuite, donc, on s'est dit, ça c'est très très chouette parce que maintenant on pilote, mais maintenant il s'agirait d'améliorer. Et donc on est allé voir ce fameux DAF qui était tout en haut de la pyramide, on a dit, mais maintenant en fait, il faudra peut-être quand même qu'on t'incentive et que tu puisses véritablement comprendre ce qu'on fait pour en fait avoir des tendances et donc à déployer ce fameux FinOps. Donc finalement, tu te retrouves avec un nouveau pendant d'une direction qui s'est retrouvé au niveau des opérations. Bon. Aujourd'hui, le pilier commerce, du coup, il va venir plutôt, le pilier, Green IT, va plutôt venir, comme c'est de la politique d'entreprise, côté top tier. Donc en fait, on va aller voir les CEO en disant, si tu ne fais pas les efforts, très clairement, on va te prendre au portefeuille, donc faut y aller. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va très probablement charger son DAF, son CTO, son DSI de faire. Ils diront, on ne sait pas faire, et ils recruteront des profils. Et s'ils ne peuvent pas recruter les profils aujourd'hui, ils utiliseront quelque part les moyens mis à disposition des services, des sociétés qui proposent ça. Après... il y a un nom derrière ce genre de... Oui, il y en a. C'est quelqu'un qui est chargé de ça, justement. Alors, je sais... Non, c'est un si quelque chose. C'est inclus dans la RSE aussi. Ouais, et aussi, ouais. Moi, ce que je trouve hyper compliqué, c'est que c'est hyper transverse. Ça demande au produit de faire peut-être l'éco-conception avec peut-être un choix de couleur qui ne consomme pas. Exactement. Autotech de faire du dev clean pour que ça
moins. Exactement. Et cette transversalité, Exactement. c'est hyper compliqué. Oui, parce que là, j'évoquais que les secteurs du numérique, mais c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, quand on est dans du retail, quand on est dans du... bon, c'est très complexe. Alors, après, quels que soient les domaines, c'est là aussi où justement c'est intéressant en fait, encore une fois, si on oblige en fait les intermédiaires à diffuser des chiffres et donc à se battre aussi pour rentrer dans le Green IT 2.0 et faire en sorte en fait justement d'agir pour la transition de leurs propres clients, là où ça devient intéressant, c'est que finalement l'entreprise se transforme, enfin une entreprise finale entre guillemets qui bénéficie du service d'un fournisseur se transforme via son fournisseur. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, mettons, j'héberge des informations. C'est pas le cas, mais j'hébergerai par exemple des infrastructures pour mes clients, mais sur un hébergeur tiers qui est quelque part, qui fait en sorte d'avoir une neutralité carbone, si 100% de mes assets sont chez lui, finalement j'ai obtenu la neutralité carbone. Et les clients qui consommeront les ressources que je leur hosterai auront également atteint leur neutralité carbone, tout du moins sur ce périmètre. Donc c'est vrai, et si aujourd'hui on considère des périmètres, alors ça peut, enfin des secteurs d'activité, ça peut être l'industrie, ça peut être la supply chain, ça peut être tout en fait, tout ce qui requiert du transport, de la fabrication, de la transformation du service, en fait quelque part, à partir du moment où on implique à l'ensemble de ces acteurs une neutralité, celui qui est en bout de chaîne et qui regroupe tous s'assure d'avoir ce contrôle et donc cette neutralité en bout de chaîne. C'est ça qui est intéressant. Et la législation, de toute façon, va bien plus loin. Finalement, le but est de réduire sur le secteur du numérique, mais avec justement, comme tu le disais, en prenant en compte en fait la totalité des secteurs d'activité. Pourquoi ? Parce que le numérique aujourd'hui est utilisé sur 100% des secteurs d'activité. C'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est là où il peut y avoir justement de l'optimisme, puisque du coup, en faisant ça, ça rayonne sur l'ensemble des secteurs. C'est le côté très positif. Est-ce qu'il y a un sigle ou une norme qui, toi, en tant qu'expert dans ce domaine du cloud, t'intéresse autre que le PAU ou le PEU ? Ah, le PUE Alors, le PUE, c'est un indice. Il y a un autre indice qui semble intéressant à mettre en valeur. Je pense que les quantités, en fait, elles sont toujours à... Il y a énormément d'entreprises. Le but, tu sais, provoquer la peur la prise de conscience, justement, passe d'abord par la peur et le fait de se dire, waouh, c'est un peu comme, je sais pas, moi, quand t'arrêtes de fumer ou autre, en fait, on va dire, waouh, t'as fumé pendant tant de temps que ça fait 15 tours Eiffel. Oh là là, mon Dieu, c'est horrible. C'est exactement pareil. Voilà, l'idée, c'est de faire prendre de conscience, donc forcément, il faut que ça choque. L'indice, après, moi, je pense qu'il faut... Je pense qu'en fait, il faut pas forcément rentrer dans quelque chose qui soit outrageusement mathématique. Pourquoi ? Si ce que tu fais, en fait, te paraît nécessaire, finalement, j'ai envie de dire, si ça pollue, ça pollue. C'est nécessaire. Demain, on va pas dégrader davantage nos hôpitaux ou nos écoles parce que ça pollue. Donc, je pense qu'il y a des secteurs, il faut plutôt se poser la question, justement, c'est bien d'avoir ces indicateurs, c'est bien d'avoir ces mesures, faut comprendre, parce que c'est vrai que derrière on se rend compte qu'il faut alerter le citoyen, c'est nous les consommateurs, donc il faut qu'on comprenne en fait quelque part ça, pour qu'on puisse demain être acteur de cette chose-là. Mais après je pense pas que, moi en tout cas pour ma part, c'est ma conviction, je pense qu'il faut avoir une conviction qui va au-delà en fait quelque part des indicateurs. Et ça va suivre. Voilà. Je pense que il faut aussi se rendre compte qu'on essaye souvent d'amener une forme d'instantanéité, c'est-à-dire que ça nous arrive dessus maintenant, je fais quelque chose tout de suite, je vais avoir un progrès demain. Non, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Donc je pense que c'est pour ça que la prise de conscience doit aller bien au-delà. Moi, des indicateurs, en toute honnêteté, mis à part les quantités, mis à part les hauteurs de bâtiments ou le nombre de lacs que ça peut représenter, j'en ai pas, mais il y a des tas de choses assez intéressantes. La semaine dernière en particulier, on était quelques-uns à être au Summit AWS. Le pilier, effectivement, environnement était représenté. Et donc chaque acteur avait sa façon... quelque part avait son unité de mesure, en tout cas pour choquer. Le but c'est de choquer, de dire mais regardez ce que ça fait. Donc je pense que ça c'est important pour la prise de conscience. Après j'ose espérer que la façon dont on s'en sort sur ce secteur, ce soit plus de se poser la question de ce qui est bien, de ce qui est mal. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui c'est la raison pour laquelle le climat ne doit pas non plus être que la seule interrogation sur le secteur du numérique. Il y a aussi un côté social, moi, qui me paraît vraiment important, et quand on regarde les conséquences du Covid, de l'enfermement des gens qu'il y a eu, et qui n'est pas forcément résolu encore dans certains cas, je pense que l'empreinte aussi qu'on a sur le social doit de toute façon amener à une remise en question de la dépendance du numérique qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est véritablement ça, plus l'enjeu. Mais après, sur les mesures, tu as des études pour le coup qui sont très techniques. Si tu vas sur les sources, je les remets si jamais tu veux les prendre en photo. Mais si tu vas là-dessus, il y a vraiment des données qui sont techniques. Il y a pas mal de choses. Merci.
pensais en rentrant le rapport de la peine. Il y a un scénario, tout le scénario qui est très optimiste, qui est celui de sobriété. Ça parle du coup d'un nombre d'objets connectés qui reste stable. Oui, exactement. C'est bon. Comment c'est possible? Alors, en fait, ça veut dire que, alors justement, c'est rendu possible par 3 choses. Alors, je crois que le nombre d'objets connectés par foyer, je crois pas si... Enfin, ça reste quand même relativement du domaine du raisonnable, entre guillemets, on est entre 5 et 6. Alors après, ça paraît raisonnable, mais encore une fois, posons-nous la question de savoir combien on a d'objets connectés chez nous. Et après, il y a des délires. Il y a la cafetière, il y a le four, il y a le frigo, il y a... Voilà. Mais généralement, en fait, je crois que c'est 5 ou 6 le chiffre. On se rend compte qu'en fait, quand on commence à être un peu technophile et un peu geek, on va bien au-delà de 5 ou 6. Et puis souvent, c'est même pas dans le foyer, c'est par personne. Donc voilà, il faut... mais en tout cas, non, il y a effectivement cet indice-là. Après, en fait, cette stabilité, elle est obtenue sur 2 facteurs. Aujourd'hui, concrètement, pourquoi on change d'appareil? En fait, on change souvent d'appareil pour 2 choses. Soit les appareils, je pense en particulier au téléphone. On change d'appareil téléphonique, en fait, enfin de téléphone entre 2 et 3 ans. Enfin, tous les 2-3 ans. Pourquoi on le fait? En fait, il y a 2 vecteurs. Le premier, c'est que c'est souvent un problème soit de matériel, soit de batterie ou autre. En fait, ton appareil est plus en état de fonctionner. Donc, tu en rachètes un. Pourquoi? Parce que finalement, le constructeur te dissuade un petit peu de le faire réparer. C'est vrai, hein, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. L'autre, c'est l'obsolescence en fait qu'on te donne, et on te crée un nouveau besoin, on te dit t'as absolument besoin de cette nouvelle version de téléphone. Sinon, t'as un peu raté ta vie, quoi. Donc ça, en gros, c'est les 2 facteurs. Si t'agis sur ces 2 facteurs, en augmentant le nombre de temps de disponibilité des pièces, en faisant en sorte que les réparateurs te fassent des réparations au prix juste, et puis qu'ils arrêtent de te facturer le prix d'un appareil pour changer un écran, en fait, aujourd'hui, concrètement, tu vas tendre à garder ton appareil plus cher. Enfin, tu vas tendre, à garder ton appareil plus longtemps. Et c'est déjà vrai sur d'autres équipements. Par exemple, un ordinateur, tu vas pas t'amuser à le changer tous les 2 ans. Là où il y a par contre un travail, je pense, qui est à faire, et je l'ai pas mis dans l'étude, mais c'est plus une réflexion, c'est que en fait aujourd'hui, par contre, pour les entreprises, il y a véritablement des conditions tarifaires, des conditions, je dirais, de fiscalité, qui encouragent les entreprises en fait à renouveler leurs équipements tous les 3 ans. Là, il y a un véritable problème, et là, par contre, il faudra effectivement trouver une réglementation de façon à ce que les entreprises soient pas perdantes, mais par contre, à ce qu'elles puissent faire en sorte, tout simplement, que tu puisses garder un équipement un petit peu plus de 3 ans. Parce que, bien souvent, on le fait que pour ça. Sur le renouvellement d'équipements, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le fait de ne pas avoir de nouveaux équipements qu'on ne connaît pas encore. Ouais. Ouais. Je sais pas, je entends le compteur d'un outil, c'est un objet connecté. Oui. Et certains de ces objets, en fait, ils sont nécessaires à la transition parce que c'est l'électricité. Tout à fait. Les voitures électriques, par exemple, ce sera des objets connectés. Exactement. Est-ce que ça me paraît impossible d'avoir des objets qui restent stables? Ou alors j'ai mal compris la donnée. Non, alors après, alors aujourd'hui, par exemple, une voiture rentrera pas dans cette notion d'équipement. Parce que on estime que la voiture, même si elle est intelligente entre guillemets, elle appartient au secteur du transport, au secteur automobile, et pas au secteur du numérique. Donc en fait, par équipement, on va véritablement considérer les équipements informatiques, uniquement les équipements informatiques. C'est pas considéré comme un équipement aujourd'hui. Là, t'es dans un autre secteur. Du coup, tu seras dans le secteur de l'énergie ou tu seras dans le secteur. Mais du coup, non, ce qui est important, c'est uniquement à l'échelle de ça. Mais tu te poses la question des appareils. Encore une fois, hein, si tu regardes sur 15 ans, le nombre de nouveaux appareils qui sont notamment démocratisés, que ce soit les drones, que ce soit les caméras, que ce soit... En fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est intéressant hein, d'aller dans une grande surface, dans une Fnac ou autre, et puis tu vas là-dedans et tu te rends compte qu'en fait, tout est connecté. Et mais je vais changer ma télé parce que celle-là, elle a Alexa. C'est trop bien. Je peux changer la chaîne du canapé sans même avoir la télécommande. Tu te rends compte même dans des domaines qui sont des domaines... moi, je suis assez audiophile. Aujourd'hui, quand tu achètes des enceintes ou quand tu achètes une platine, en fait, tu te rends compte qu'il y a cette notion de connectivité dans un monde analogique. Donc, c'est complètement hallucinant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu ce côté... tu te crées en fait un écosystème, tu te crées cet écosystème de domotique. C'est très plaisant, mais c'est assez dangereux parce que finalement, c'est d'autant d'éléments qui transitent en fait. Et donc une des problématiques hein, là-dessus, c'est effectivement multiplication des équipements, mais qui dit multiplication des équipements dit multiplication des réseaux. En fait, c'est ça le problème, c'est que plus tu vas fournir d'équipements, plus tu vas devoir fournir des réseaux plus dimensionnés. Et donc demain, donc
dans quelques années, en fait, on aura le débat de la 6G. Est-ce qu'on y va ou pas? C'est intéressant, hein, la 5G, d'ailleurs, quand tu regardes en termes d'infrastructure, il y a eu beaucoup d'associations, de mouvements qui ont protesté contre la 5G. Et au final, en tant que consommateur, on avait peut-être un avis là-dessus. On peut peut-être se dire c'est bien, c'est pas bien. Quel moyen aujourd'hui t'as de boycotter? T'achètes un téléphone, il fait 5G. Tu te rends compte que ton opérateur, de toute façon, il t'a complètement downsizé la capacité 4, donc tu peux plus rien faire sur un réseau 4G, donc bah tu vas sur la 5. C'est tout, c'est comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté aujourd'hui qui est assez embêtant, c'est qu'en fait on pousse vers l'innovation. Voilà, mais cette innovation, il faut se poser la question aussi, se dire, est-ce que c'est vraiment utile, ou est-ce que c'est une innovation qui sert en fait une consommation effrénée? C'est toujours là ce côté, c'est pour ça que pour moi ça va bien au-delà de l'environnement, c'est une question plus sociétale presque. Alors après, moi aussi pour répondre à ta question sur la notion de sobriété, je suis assez perplexe sur le fait qu'on arrive à l'atteindre, et je suis aussi assez perplexe sur le fait que la France seule, avec ses petits bras, puisse arriver à insuffler quelque chose à l'échelle mondiale. Après, néanmoins, voilà, il appartient à chacun de se dire est-ce qu'il faut faire cet effort ou pas, mais c'est vrai que souvent, et c'est ce qu'on observe en fait aujourd'hui, on se pose toujours la question de se dire mais si personne le fait, pourquoi je le ferais? Sauf que si tout le monde se pose cette question, personne ne le fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, des gens, des pays, des régions vont plus ou moins rentrer là-dessus. À chaque fois, de toute façon, qu'il y a eu quelque part des volontés, hein, on regarde sur l'énergie, les éoliennes, mais alors là, les éoliennes, mais quelle horreur, il y a toujours eu quelque part voilà, c'est toujours des choses, quand c'est arrivé, il y a toujours eu voilà, des fracas, il y a toujours eu des révoltes, il y a toujours eu des... Maintenant, aujourd'hui, sur ce secteur-là, encore une fois, la chance qu'on a, c'est que on arrive à un niveau, pour le moment, en fait, on a pu... Enfin, à la fois, on comprend qu'on a une empreinte qui est pas si énorme que ça, et de deux, on comprend qu'avec des actions qui sont quand même relativement simples, on peut arriver à diminuer concrètement, enfin, à inverser, en fait, cette croissance. Parce que là, dans ces scénarios-là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que pour le coup, on inverse totalement la croissance. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, on n'est plus à 3-4%, on est à 1,5-2% d'impact. Donc là, ça devient quand même absolument intéressant de le faire. On sera peut-être pas forcément à ça, mais il sera intéressant à minima de le contenir. Et sur les activités que je donnais tout à l'heure, les activités qui sont aujourd'hui, qui posent un petit peu problème, ce sont des activités, notamment comme la blockchain. Ça pose quand même, alors, indépendamment du fait que c'est très intéressant, hein, et que par rapport au système bancaire ou autre, ça amène une réflexion sur quelque part voilà, système centralisé versus système décentralisé, ça amène des tas de questions qui sont très intéressantes. Par contre, dans l'application même, de se dire mais pour un process mathématique bête et méchant qui est celui de résoudre des équations toujours plus complexes et avec une fin donnée, ça nécessite des moyens de calcul qui sont toujours plus aboutis, et tout ça pourquoi? Tout ça pour répondre à des calculs. On est un peu dans une application de la technique pour la technique, et le souci c'est que ça a un impact, et l'impact on le voit, il est sur le climat, mais il est aussi sur les applications de la blockchain aujourd'hui, qui sont pas toujours des applications malheureusement très vertueuses non plus. Voilà. Oui, exactement. Exactement. Il y a un point intéressant aussi sur les équipements, c'est la question pour laquelle on a toujours des batteries plus importantes ou autres. En fait, les batteries sont toujours plus importantes parce qu'on a en fait des processeurs qui sont de plus en plus puissants, mais accessoirement qui calculent de plus en plus. Et en fait, qu'est-ce qu'ils calculent, ces processeurs, concrètement? En fait, ils calculent ce qui sort de vos sondes, où vous êtes, ce que vous faites, vous achetez quoi, vous visitez quoi. C'est une collecte sans cesse d'informations. Et la collecte de ces informations, le traitement de ces informations, en fait, n'a de but que de vous faire consommer ce que vous allez acheter. Donc on est dans un truc aussi qui est enfin voilà, d'où la prise de conscience en fait, qui est de faire attention, c'est ça, il faut en sortir. Il faut en sortir. Parce que plus on continuera là-dedans, plus les entreprises qui veulent effectivement nous vendre des choses nous feront consommer, et plus on consommera, plus du coup on utilisera ces équipements, plus on utilisera les infrastructures, et moins du coup il y a de chances d'arriver à endiguer cet impact négatif du numérique sur l'environnement. Voilà un petit peu tout ça. Vous n'avez plus de questions? Super. Un grand merci du coup à toutes et tous. Merci Yann. Oui Yann, je prends 2 minutes de votre attention.
Je crois que j'ai même pas besoin de slide parce que on n'a pas de date précise, mais juste pour vous dire qu'on se retrouve dans tous les cas dans 2 mois pour le prochain meet-up. On n'a pas encore de sujet programmé, c'est ici. On n'a pas encore de sujet programmé, donc n'hésitez pas, si vous avez l'âme d'un présentateur ou même juste l'envie de voir un sujet, n'hésitez pas à le proposer. Et donc ça c'est dans 2 mois, et le mois prochain on a un afterwork, où là il y aura moins de... Ce sera pas au format conférence, mais juste au format apéro, ce qu'on va faire tout de suite. Donc on se retrouve juste après avec une bière, merci à vous. Merci.